Mardi 8 septembre 2020, mesdames, messieurs, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de jour en français. Les titres d'abord. Le comportement des Imbonerakure au Burundi jusqu'à s'attaquer aux personnalités de titres sacrés comme les magistrats et les juges montre une anarchie, un grand risque pour le Burundi. Maître Isidore Rufyikiri réagit sur l'incident survenu à Kinama où des juges de la cour d'appel de Nahangwa ont été battus par les Imbonerakure. Le Forum pour la conscience et le développement s'inquiète du sort de 50 personnes qui ont été arrêtées sans mandat dans les lieux et emprisonnées dans des lieux tenus secrets. Certains seraient détenus dans les ménages des responsables de renseignement. Vous aurez les inquiétudes de Pacifique Nahazwe, président du FOCODE. Et puis, le Burundi exigeait l'extradition de ceux qui ont voulu renverser le pouvoir du fait Pierre Nkurunziza en 2015 comme préalable d'une bonne cohabitation. Vous entendrez dans ce journal la porte-parole du ministère des Affaires étrangères au Burundi. Voilà pour les titres. Rebonjour. Au moins 50 personnes ont été arrêtées depuis l'attaque des groupes armés dans la province de Rumongue. Il y a quelques 2 semaines, les familles des personnes arrêtées ne savent pas où les leurs sont emprisonnés. Le Forum pour la conscience et le développement s'inquiète de cette situation. L'exemple de ces cas est de 3 jeunes de la commune de Lusaka dans la province de Mwaro qui ont été arrêtés et remis dans les mains du tristement célèbre chef de renseignement dans la province de Mwaro, Gérard Ndaïsenga, et 2 autres jeunes remis dans les mains du chef de renseignement à Muramvia. Le FOCODE craint des disparitions forcées pacifiques. Je peux donner quelques exemples. L'exemple de 5 jeunes de la commune Rusaka en province de Mwaro qui sont détenus depuis environ 9 jours, mais qui sont détenus de manière secrète. Ige Bukuru, Fabrice Ndouimana et un certain Pacifique ont été arrêtés le 23 août sur la colline Naamande de la commune Rusaka en province de Mwaro. Ils ont été arrêtés par des policiers conduits par le commissaire plutôt provincial Agathon Kassa. Selon nos informations, les jeunes ont été remis par après au chef du service national de renseignement à Mwaro, Gérard Ndaïsenga, mais depuis ce moment, le lieu de détention de ces 3 jeunes n'a pas été communiqué aux familles en dépit de demandes incessantes des familles des détenus. Le lendemain, c'est-à-dire le 1er septembre 2020, 2 autres jeunes originaires de Lusaka, Bienvenue Ndachaisaba et Jérôme Nakarutimana, ont été arrêtés au chef-lieu de la province Muramvya par la police. Par après, ils ont passé par un cachot de la brigade de Muramvya, mais depuis, personne ne connaît le lieu de détention de ces 2 jeunes. Selon les informations que nous avons obtenues à Muramvya, les jeunes auraient été remis au chef du service national de renseignement à Muramvya, Félix Havzaliman. Mais Félix n'a jamais communiqué sur le lieu de détention de ces jeunes. Nous avons des soupçons que les jeunes seraient détenus à la résidence de Félix Havzaliman et cela, nous nous basons sur le fait d'une autre expérience récente. Un autre jeune, Elvis Ishakineza, qui avait été arrêté le 20 août autour de quelques jours avant, si je ne me trompe pas, autour du 30 août plutôt, il aurait été arrêté en zone Chombo de la province Muramvya. Et après, il aurait été détenu pendant 5 jours de manière secrète à la résidence du chef du service national de renseignement à Muramvya. Après, il a été conduit dans un cachot connu de la police judiciaire à Muramvya. Alors, nous demandons au service national de renseignement et à la police burundaise de communiquer sur les lieux de détention de toutes les personnes arrêtées et nous leur disons qu'en cas de disparition forcée de ces personnes, cela sera sur la responsabilité de ces corps et des officiers de ces corps qui ont procédé à ces arrestations. Il n'y aura jamais d'égalité entre hommes et femmes au Burundi. Angeline Ndayishimiye, première dame, l'a affirmé ce vendredi. C'était lors d'une réunion des femmes leaders. Suivez. À titre d'exemple,
Si vous avez une bouteille d'eau et qu'il vous est difficile de l'ouvrir, vous faites directement recours à l'homme qui se trouve à côté de vous. Ceci est un petit exemple pour vous montrer que l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas pour aujourd'hui dans notre pays, le Burundi. Ça n'arrivera jamais. Les propos de la première dame ne tiennent pas debout. Il y a 25 ans que différentes organisations et personnalités différentes se battent pour l'égalité du genre. Marie-Louise Barichako, au nom du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, tranquillise que ces propos sont de nul effet. Peut-être que la première dame n'a pas d'informations en rapport avec des plaidoyers des uns et des autres à la matière de l'égalité du genre. Suivez Marie-Louise Barichako. Il est impossible de faire reculer aujourd'hui l'avancement des femmes au Burundi. Ça serait marcher à contre-courant, ça serait regrettable. Cette déclaration, c'est vrai, nous l'avons entendue, nous l'avons regrettée, mais je pense plutôt que la première dame, en disant ce qu'elle a dit, elle n'a pas réalisé la portée de ce qu'elle était en train de dire. Et je pense qu'elle n'a pas compris de quoi nous parlons quand nous parlons de l'égalité homme-femme. Quand nous parlons de l'égalité homme-femme, quand nous parlons de l'autonomisation des femmes, ce n'est pas une stratégie pour montrer que désormais les femmes sont supérieures aux hommes ou que les femmes sont plus fortes ou que les femmes sont aussi fortes que les hommes. Ce n'est pas une question de force et ce n'est pas une question d'influence. C'est une question de complémentarité, c'est une question de jouissance, de pleine jouissance des droits et des libertés de chaque citoyen. Ça, en fait, quand on dit égalité homme-femme, c'est vraiment dans le sens de l'égalité devant la loi, de l'égalité en termes de droits humains des femmes et des hommes. Donc, je ne pense pas que cette déclaration puisse faire reculer le Burundi. Ça fait longtemps que nous sommes dans cette dynamique. Ça fait depuis 25 ans, quand il y a eu la réunion de Beijing, la 4e conférence mondiale sur les femmes. Des engagements concrets ont été pris dans la perspective de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Et aujourd'hui, il est question de matérialiser ces engagements. Nous avons aujourd'hui au Burundi le plan d'action national sur la résolution 1325. Nous avons même le quota de 30% des femmes dans la Constitution, ce qui est très minime, mais quand même, c'est quelque chose. Donc, c'est pour dire, vu les temps présents, c'est impossible de retourner en arrière. Et je pense que si le gouvernement se mettait à remettre en question, remettre en cause ce concept d'égalité homme-femme, ça lui créerait plutôt des soucis au niveau de ses relations internationales. C'est impossible de retourner en arrière. Nous poursuivons notre journal avec cette page de la justice. Le pays est au bord du gouffre si aujourd'hui les membres de la milice Imbonerakure arrivent à s'attaquer violemment aux juges et aux magistrats. Maître Isidore Rufikiri, ancien bâtonnier de Bujumbura, rappelle que le titre de ces personnalités est sacré partout au monde, sauf au Burundi, où eux-mêmes contribuent à la dévalorisation en se laissant manipuler par les politiques. Sa réaction fait suite de l'incident survenu le 25 août dernier dans la zone de Kinama, où une équipe de juges et des magistrats de la cour d'appel de Nahangwa a été copieusement battue par les Imbonerakure alors qu'ils se rendaient sur terrain. Suivez Maître Isidore Rufikiri. La place de la justice au niveau des textes, au niveau théorique, au niveau constitutionnel, c'est une place éminente, comme dans toutes les constitutions du monde. Ça veut dire qu'après le pouvoir exécutif représenté par le président de la République, après le pouvoir législatif représenté par les deux présidents des deux chambres, vient la troisième place qui est réservée au président de la Cour suprême représentant le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. C'est comme dans l'ordre normal des choses à travers le monde. Et cela étant, quand on en vient au fonctionnement, ça devient autre chose. C'est là qu'on parle d'un pouvoir judiciaire indépendant ou non indépendant, respecté ou non respecté.
Et comme vous le dites, j'ai eu il y a quelques années à subir un emprisonnement. J'étais bâtonnier de l'Ordre des avocats du Burundi où je défendais la cause d'une consoeur qui était illégalement et arbitrairement détenue. À l'époque, j'accusais les juges d'être de petits juges, d'être de faux juges, parce qu'ils rendaient, ils prenaient des décisions manifestement au travers de la loi, contraire à la justice. Et alors là, je me suis insurgé à cette époque et le pouvoir a réagi brutalement en m'emprisonnant pendant quelques jours. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, ce que vous évoquez avec l'action des Imbonerakure sur les juges et les magistrats, et ça nous ramène à dire que ces magistrats devraient réaliser que j'avais raison. Et en réalité, je ne les insultais pas, je les ramenais à la raison. Je les invitais à se réveiller, je les invitais à prendre conscience de leur importance. Et leur importance, c'est quoi? Au Burundi, comme ailleurs, l'importance du juge, c'est une importance éminente. Aucune autorité dans aucun pays n'a autant d'importance dans la société que le juge. Le juge est la seule institution dans tous les pays qui dit la vérité. Dire la vérité sur cette terre, ça n'appartient qu'au juge. Cette capacité n'appartient qu'à Dieu, normalement. Après Dieu, ce sont les juges et uniquement les juges. Mais apparemment, nos juges burundais ne réalisent même pas toutes leurs valeurs philosophiques, toutes leurs valeurs institutionnelles. Il n'y aura pas d'histoire. Demain, si les choses ne s'arrêtent pas, ils vont même frapper le président de la République. C'est là qu'on tend. C'est vers là qu'on tend. Il ne faut pas qu'on prenne les choses trop à la légère. Un pays où on ne punit pas les fautifs, un pays où il n'y a pas d'ordre, tout finit par rentrer dans le chaos, dans le désordre, où aucune autorité n'est plus reconnue. Maître Isidore Rufyikiri estimait que ces magistrats et juges devraient décider unanimement de réclamer leur indépendance à travers les syndicats s'il n'est pas aussi instrumentalisé par les politiciens, encore une fois. Maître Isidore Rufyikiri. Ils ont au moins un cadre d'expression et de lutte pour leur dignité. C'est le syndicat des magistrats, c'est le SIMABU. Il est là, il est agréé. Mais il me semble que ce syndicat, comme toutes les autres organisations civiles dans le pays, il est rongé, ce syndicat est déjà rongé par des infiltrations idéologistes du parti, qui fait que ce syndicat n'a pas d'unité solide. Et c'est la seule arme à leur portée qui devrait les protéger contre ce genre de comportement, en forçant le pouvoir exécutif à mettre fin à ces Imbonerakure, parce que ces Imbonerakure, finalement, leur force, il attire d'où? Il attire du pouvoir exécutif qui les a instaurés, qui les protège, qui couvre leur impunité. C'est comme ça. Le pouvoir judiciaire, il tire sa force normalement d'où? Il tire sa force constitutionnellement, d'abord du président de la République. Le président de la République est le garant de la force et de l'indépendance de la magistrature, et donc des juges. Si le président de la République laisse des miliciens s'emparer de l'autorité des juges dans le pays, alors il peut mettre la croix sur son autorité, il peut mettre la croix sur ce pays qu'il dirige. Ça va devenir une petite savane de la jungle où chacun fait ce qu'il veut, où l'autorité ne se localise nulle part, où le pays sent la déchéance, où le pays sent l'incohérence institutionnelle.
Justice toujours, les 4 reporters du journal Iwachu sont emprisonnés depuis 323 jours dans la prison de Bubanza. Ils ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Bubanza. La cour d'appel de Nahangwa a confirmé la même peine de 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Moses et Gide Harerimana sont accusés de tentatives d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Les organisations internationales des droits de l'homme et des journalistes demandent sans cesse les libérations parce qu'ils sont en prison pour leur métier. Le gouvernement du Burundi exige l'extradition de toutes les personnes impliquées dans le coup d'État de 2015 et la facilitation du rapatriement des réfugiés comme préalable d'une reprise des relations entre le Burundi et le Rwanda. Selon Sonia Niyubawe, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le Burundi va continuer à plaider pour que le Rwanda accepte ces conditions, gage de bonnes relations entre ces deux pays. Sonia Niyubawe s'exprimait dans une interview accordée à nos confrères de la radio Isanganiro ce mardi. On l'écoute. Le Burundi voudrait que les relations diplomatiques entre le pays et le Rwanda soient renormalisées, soient aussi renforcées. Mais ce que nous demandons au Rwanda, c'est de pouvoir livrer à la justice les auteurs du putsch de 2015 qui ont fui dans leur pays. Deuxièmement, nous demandons au Rwanda de pouvoir faciliter la rentrée des réfugiés burundais qui sont dans leur pays, afin qu'ils puissent rentrer facilement au Burundi. Même pour les familles, non pas seulement pour les pays, mais aussi pour les familles, pour la société, la paix dont vous avez besoin, aussi j'en ai besoin. Donc il faut que nous puissions voir comment nous pouvons renforcer la paix, la solidarité, la paix entre les peuples et les pays. Nous continuerons à demander, à soumettre la demande du gouvernement du Burundi aux pays voisins. Santé à présent, les chiffres de la pandémie de Covid-19 jouent alarmant dans le monde, avec notamment l'Inde, devenue depuis lundi le deuxième pays le plus touché après les États-Unis, ou encore une nouvelle flambée en Europe où l'Espagne a dépassé la barre de 500 000 cas. Au Burundi, le ministère de la Santé a refait brièvement signe sur le virus. Winnie Nkurunziza nous en dit plus. Après plus d'un mois et demi de silence, le ministère burundais de la Santé a publié ce lundi le bilan sur le coronavirus. Un bilan général qui affiche un total de 466 cas avérés et dont seuls 91 sont aujourd'hui actifs. Le même bilan fait état d'un décès depuis le début de la pandémie. Mais ceux qui suivent de près la situation du Burundi, les cas de décès dépassent ce chiffre donné par le ministère de la Santé. Au Rwanda voisin, les chiffres restent élevés avec une moyenne d'une 50aine de cas par jour depuis près d'une semaine. Mais les chiffres montrent tout de même une accalmie après un pic quotidien de plus de 200 cas il y a 2 semaines. Une situation qui avait poussé les autorités à fermer les 2 principaux marchés de la capitale et à durcir les mesures de protection contre le coronavirus. Ailleurs dans le monde, avec 4,2 millions d'infections, l'Inde est devenue lundi le 2e pays le plus touché, derrière les États-Unis qui comptabilisent 6,25 millions de cas. Le Brésil arrive en 3e position pour ses 4,12 millions de cas. Le regain de la pandémie de Covid-19 continue d'inquiéter l'Europe où l'Espagne a dépassé la barre des 500 000 cas. La pandémie a fait au moins 889 000 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan de l'OMS. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leur dernier bilan sont l'Équateur avec 3 800 nouveaux morts, l'Inde avec 1016 cas et le Brésil avec 447 cas. Voilà, c'est par cette actualité de la santé que je mets un peu final à ce journal et merci de nous avoir suivis. À la prochaine.